j'avais prévu dans mon programme de vidéo, parce que oui, je tiens un programme de vidéo. Je me professionnalise de jour en jour, j'essaye du moins. J'avais prévu de vous faire pour cette vidéo une review de mes lectures accomplies. Sauf que en fait j'avais un super bon rythme de lecture cet été. Et donc je pensais que j'avais largement le temps de finir les 2 livres que j'ai en cours pour ce tournage. Et en fait j'ai presque pas lu du mois de septembre. Voilà, j'ai été happée par d'autres choses. J'ai donc lu seulement 3 livres de la dernière pile à lire. Il s'agit de Dans le jardin de l'ogre de Leila Slimani, Trust Exercise de Suzanne Choi et enfin L'Antimère de Marie-Estelle Dupont. Mais du coup ça m'a fait penser, ce dernier livre-là, ça m'a fait penser à un autre livre que j'ai lu il y a plus de temps que ça, parce qu'il y a un rapport dans la thématique, donc je voudrais vous en parler aussi. Et dans les livres que je pensais avoir fini d'ici là, il y avait Lolita, le fameux, de Vladimir Nabokov. Et le cerveau m'a beaucoup déçu, l'esprit non, d'Antoine Sénonc. Donc ces 2 livres-là, ils sont en cours. Je vous en parlerai donc quand ils seront terminés. Mais du coup, on va faire une vidéo un peu hybride avec moitié revue de ce que j'ai lu et un petit update aussi pile à lire, parce que j'ai racheté des livres et j'en ai aussi ressorti de ma bibliothèque que j'avais acheté il y a longtemps et que j'ai toujours pas lu et que finalement j'ai bien envie de lire. Donc c'est parti les amis, et on commence avec les revues. Donc les amis, je vais commencer par vous parler du livre Dans le jardin de l'ogre de Leila Slimani. Et alors, pourquoi est-ce que j'ai pris L'Inconduite? Parce que j'ai pris les livres avec moi et en fait j'ai tout bonnement abandonné ce livre Dans le jardin de l'ogre là où j'étais en vacances, parce que comme je l'avais dit, c'est le premier livre que j'ai lu et je l'ai lu en partant en vacances, et comme je l'ai terminé là-bas, eh bien j'ai laissé mon livre sur place pour voyager léger tout simplement, et du coup pour me rappeler, même si finalement la pile de livres lus n'est pas très haute, et du coup je pense que j'aurais réussi à m'en rappeler, mais du coup pour me rappeler de cette lecture, j'ai mis à la place L'Inconduite d'Emma Baker. Mais je n'ai pas fait ce choix par hasard, parce que voilà, si vous avez regardé mes dernières vidéos de lecture, vous savez que j'ai lu L'Inconduite et je regrettais pas d'avoir lu ce livre, même si j'avais été assez étonnée, parce que quand on lit le résumé de L'Inconduite et qu'on connaît pas Emma Baker, on s'attend pas à autant de scènes aussi crues et détaillées. Et donc je vous avais dit que voilà, c'était donc pour moi une expérience inédite, et que c'était quand même pas le meilleur livre de ma vie, mais voilà, ça me dérangeait pas de l'avoir lu. Et en fait il se trouve que Dans le jardin de l'ogre, je sais pas si c'est Dans le jardin ou juste Le Jardin, je crois que c'est bien Dans le jardin de l'ogre, j'espère que je vais pas me tromper pendant toute la vidéo. Mais les amis, j'ai pas regardé les dates de parution, et je suis absolument pas en train d'accuser qui que ce soit de plagiat, mais par contre c'est vraiment la même histoire, je trouve. Honnêtement, je pense que j'aurais pas acheté Dans le jardin de l'ogre si j'avais su que j'allais relire encore L'Inconduite.
je l'ai lu encore une fois très vite, très facilement, notamment parce que c'était le livre que j'avais sous la main quand j'ai fait Paris-Nice en train et que ça dure 7-8 heures. Donc voilà, donc en 3 fois avec ce trajet hyper long, j'avais lu dans le jardin de l'ogre. Mais du coup, de quoi ça parle? Parce que tout le monde n'a peut-être pas regardé ma vidéo où je parle de l'inconduite. On est là encore sur une femme. Alors, petite parenthèse, l'inconduite, Emma Baker, c'est autobiographique, elle le dit, c'est officiel. J'ai fait aucune recherche, je suis pas allée écouter des interviews de Leila Slimani, donc a priori c'est pas autobiographique pour elle. Et d'ailleurs, je vous avais dit que j'avais choisi ce roman parce que j'avais aimé Chanson douce. Et pareil, je suis pas allée vérifier, mais j'ai bien l'impression. Mais par contre, ça fait plusieurs années que j'ai lu Chanson douce. Mais je me demande si dans le jardin de l'ogre, c'est pas la partie 1 de Chanson douce. Et ce qui me fait dire ça, bien que je suis pas allée vérifier, je me rappelle que le seul truc qui m'avait un peu dérangé dans Chanson douce, c'était finalement le caractère de la personnage principale. Et du coup, ça collerait très bien avec ça, puisque du coup, dans le jardin de l'ogre, on suit une jeune femme. Une jeune femme qui est en couple et qui ne fait que tromper son mari. On peut pas appeler ça un spoil parce que ça arrive dès le début du livre. J'essayais de me rappeler si c'était dit dans le résumé, mais non, c'était pas dit dans le résumé, mais par contre ça vient très tôt dans le livre, donc c'est pas vraiment un spoil. Et en fait, le problème, c'est pas tant ça, c'est qu'il se passe rien d'autre dans le livre, tout comme dans l'inconduite. Et puis, alors après ça se discute. Mais j'ai été gênée dans l'inconduite et j'ai été encore plus gênée dans le jardin de l'ogre par le fait de suivre un personnage qui manque cruellement de valeur. Après, je sais bien que... Alors désolée du coup pour Emma Baker puisque c'est autobiographique. Mais voilà, au bout d'un moment, c'est ce que j'ai ressenti en lisant ces livres. Parce que évidemment qu'un personnage principal, ça peut être même un serial killer ou que sais-je. Mais ce qui me dérange dans ces deux livres, c'est que j'ai un peu l'impression que l'auteur s'attend à ce qu'on rentre en empathie avec le personnage principal. Et s'il y a d'autres femmes d'autres personnes tout court, si vous avez lu ces livres, dites-moi ce que vous avez ressenti en les lisant. Mais voilà, moi je suis taureau, je suis un peu à cheval sur les valeurs et les principes. Et j'ai un petit peu du mal avec cette... je sais pas, on dirait que ça essaie de normaliser le fait de, encore une fois, de pas avoir de valeur. Alors j'ai absolument rien contre les femmes qui ont plein d'expériences sexuelles. Je sais jamais si on peut dire les mots sur YouTube, c'est insupportable. Mais en fait, dans les deux cas, c'est deux femmes qui choisissent une vie traditionnelle de monogamie. Et aussi, elles choisissent d'être mères. Et en fait, derrière, elles vont mentir à tout le monde tout le temps. Ça les dérange pas tellement. Voilà, multiplier les aventures. Et aussi, pour le côté mère, encore une fois, dans les deux romans, on retrouve ce truc de mes enfants sont un fardeau, oh là là, c'est pas juste, parce que maintenant que j'ai fait des enfants, je peux plus être aussi libre qu'avant. Et en fait, personne ne les a forcés. Enfin, encore une fois, j'ai peur de passer pour une réac là. Si vous me connaissez pas et que c'est la première vidéo que vous voyez de moi, vous allez peut-être penser que je suis réac, mais pas du tout. Mais en fait, de nos jours, on n'est pas obligé d'être mère, justement, c'est ça qui est merveilleux.
c'est que on n'est pas du tout obligé d'être mère. Et aussi, je dis pas qu'une mère doit être parfaite. C'est très compliqué, la vie, en étant mère, j'imagine, j'en suis sûre même. Donc c'est pas le fait que ce soit des mères imparfaites, mais c'est leur vision de leurs enfants et de leur maternité, où je trouve que c'est très immature. Et c'est limite si elles en veulent pas à leurs enfants. Et ça, je trouve pas ça normal. Et voilà. Après, vous allez me dire, il n'y a pas d'obligation d'avoir un personnage principal irréprochable au niveau moralement. Bien sûr, mais c'est vrai que dans ces deux cas de livre, en plus il se passe pas grand chose franchement pendant tout le livre. Donc t'as juste l'impression d'être une petite souris sur l'épaule de ces jeunes femmes qui sont à la fois pas des... c'est pas des tueuses en série, c'est pas des... comment on appelle ça? Voilà, le mot que je cherchais c'était psychopathe, c'est pas non plus des psychopathes. C'est juste des femmes qui ont très peu de valeur. Et on a un petit peu l'impression qu'on s'attend de nous à ce qu'on rentre en empathie avec. Enfin, en tout cas, c'est ça que j'ai ressenti. Et du coup, j'ai trouvé ça un petit peu désagréable à lire. Et en plus de ça, dans le jardin de l'ogre, il y a un côté encore plus sombre que dans l'inconduite. C'est très proche, mais on va un petit peu plus loin dans le glauque. Et je me suis pas sentie très bien en le lisant. Voilà, c'est pas très good vibes. Et par contre, j'aime bien la façon dont c'est écrit avec des phrases courtes, des mots de tous les jours. C'est fluide. Et du coup, ça se lit vite. Voilà, donc dites-moi ce que vous en avez pensé si vous avez lu un de ces deux livres. Ensuite, je veux vous parler de Trust Exercise de Susan Choi. Donc c'est un livre que j'ai décidé de lire en anglais, mais il a été édité en français il n'y a pas longtemps, puisque je me rappelle que j'avais découvert ce livre à la FNAC là il n'y a pas longtemps. Donc la traduction c'est l'exercice de confiance. Et du coup ça a été écrit il n'y a pas très longtemps par Susan Choi, une New-Yorkaise. Ils s'appellent ça une nouvelle. Il faudra quand même que je cherche la définition d'une nouvelle, parce que pendant longtemps j'étais persuadée que c'était simplement une question de taille, et je trouve que c'est quand même un livre assez conséquent. Même Lolita d'ailleurs, ils disent que c'est une nouvelle, donc dites-moi, vous êtes sûrement... il y a sûrement des gens qui vont tomber sur cette vidéo qui sont plus aguerris que moi en lecture, donc c'est quoi la définition d'une nouvelle, s'il vous plaît? En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce livre. Ça se passe à peu près de nos jours, ou peut-être dans les années 80 pour la partie la plus passée, parce qu'en fait il y a deux époques qui sont traitées. On suit un groupe de jeunes adolescents qui ont donc 16 ans, entre 16 et 18, qui ont intégré une école des arts du spectacle dans une banlieue américaine. Mais justement, comme c'est très sélectif, ils viennent d'un peu de partout. Et voilà. Donc toute la première partie du livre, c'est on vit leur adolescence dans cette école, donc c'est très particulier. Et donc voilà, on va suivre les relations d'amitié, d'amour, et même avec des professeurs, voilà, on suit tout ça de très près. Et ensuite, et alors donc, encore une fois, je vous spoil rien, parce que je me rappelle que dans le résumé, il prévenait qu'il y avait un jeu comme ça, qu'on passait d'une époque à l'autre et même d'un narrateur à l'autre. Donc c'est pas un spoil.
Mais par contre c'est vrai que il précise pas si ça va être un chapitre sur deux ou enfin comment c'est découpé. Et donc en fait c'est vraiment la moitié du livre où c'est la période où ils sont adolescents. Et alors c'est très bien, ça se lit bien, mais c'est vrai que moi en fait arrivé à la moitié je commençais à me dire mais parce que l'autre époque c'est quand ils ont 30 ans. Et c'est vrai que moi, je vous disais, j'ai l'impression d'avoir lu presque que des romances d'adolescents dans ma vie et je commence à en avoir marre. J'aimerais bien savoir ce qui se passe chez les gens de mon âge, les adolescents, c'est bon, j'ai compris, merci. Et, euh, et du coup, c'était bien pour une histoire d'amour d'adolescent, mais je commençais à me dire, mince, je suis encore en train de lire un roman sur des adolescents, j'aurais pas dû peut-être prendre ce livre parce que j'en ai marre. Et ouf, dès que je me suis dit ça, et bien à la moitié du livre, ça change. Et d'ailleurs, voilà, donc on change aussi de narrateur. Et il y a une petite surprise. Et en tout cas, j'ai trouvé vraiment que ça redonnait un nouveau souffle. Pas seulement pour le côté, enfin, on va s'intéresser à des gens de 30 ans, même si ça m'a fait plaisir. Mais le roman prend vraiment un nouveau souffle, je trouve. Donc si jamais vous voulez lire ce livre et que vous trouvez la première partie au bout d'un moment un peu lourde, sachez que au milieu du livre on reprend vraiment un nouveau souffle et je trouve ça vraiment très bien cette partie là. Et voilà, du coup on a un autre regard sur tout ce qu'on vient de lire et c'est je trouve ça hyper intéressant et puis voilà, c'est très agréable à lire. Et alors par contre un petit bémol, c'est que je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça, mais juste avant la fin du livre, on rechange encore de, cette fois-ci pas d'époque, ou alors à quelques années de différence. On change encore en tout cas de narrateur. Et j'ai trouvé que c'était pas nécessaire parce que si vous voulez, quand il y a le premier changement de narrateur, c'est pas dit hyper explicitement, même si c'est très simple à comprendre. Mais le dernier là, je trouve qu'il est pas nécessaire parce qu'en fait, c'est sur très peu de pages, c'est vraiment les dernières pages du livre. Et du coup, je trouve que là, on a un peu plus de mal à comprendre qui est le nouveau narrateur, pourquoi ils ont fait ça. Et à peine on a le temps de comprendre que le livre se finit et on a une nouvelle information, mais je sais pas, je m'attendais pas à ça, mais j'ai trouvé ça un peu désagréable la façon dont le livre se finit. Mais c'est un choix artistique et pourquoi pas quoi. Si ça avait été un film, et bah c'est le genre de film où ah bah pour le coup la fin n'est pas, on s'attend pas au dénouement, mais c'est plus il se passe un nouveau truc de fou à la dernière seconde et ça coupe. Bon, pourquoi pas. Voilà pour ce livre donc je vous conseille quand même dans l'absolu. Et enfin les amis, j'ai lu L'Antimère de Marie-Estelle Dupont. Bon, on est sur un... c'est pas un roman cette fois-ci, c'est un témoignage. Donc c'est la psychologue Marie-Estelle Dupont qui raconte son histoire personnelle très difficile avec sa mère et toute sa famille par extension. J'ai réalisé que dans ma vidéo pile à lire, eh bien j'avais pas lu le résumé de ce livre. Donc vous savez quoi, je vais vous le lire maintenant, comme ça, et ben vous saurez de quoi il retourne. Donc on a une citation: j'ai osé lui faire l'affront d'être une fille, une rivale, d'attirer quelques minutes l'attention des hommes de la famille. Elle ne me le pardonnera jamais. Fin de la citation. Après un long silence, Marie-Estelle Dupont, psychologue, a décidé de témoigner et de parler au nom de toutes les femmes qui ont grandi auprès d'une mère jalouse de leur féminité,
Ce n'est pas un livre contre, mais un livre pour aider les femmes à ne plus être victimes, à survivre à la jalousie, à se libérer de la culpabilité et devenir pleinement mères pour leurs enfants sans suivre le modèle de l'anti-mère. Dans ce difficile parcours, la parole est essentielle, car taire la violence, c'est l'intérioriser, la banaliser et en transmettre les conséquences à ses enfants, voire la reproduire inconsciemment. Bon, pourquoi j'ai lu ce livre? C'est pas le genre de livre qu'on attrape par hasard. Enfin, en tout cas, on ne le commande pas par hasard, ce que j'ai fait. Donc, comme vous pouvez vous en douter, en plus, je vous avais dit que j'étais tombée sur Marie-Estelle Dupont sur YouTube. Et oui, je suis tombée sur elle parce que je regardais des vidéos sur les dynamiques toxiques de la famille. Donc, vous vous en doutez peut-être, j'ai décidé de lire ce livre parce que j'ai des relations un peu difficiles avec ma mère. D'ailleurs, c'est un petit peu aux gens qui ont des relations difficiles avec leur mère que le livre s'adresse. Comme je le disais, c'est pas un livre qu'on choisit au hasard, même si peut-être qu'il y a 2-3 personnes qui l'ont lu sans faire exprès au hasard, mais voilà. Alors, bon, c'était tellement évident que voilà, je l'ai dit. Mais cependant, si maman un jour tu passes par là, je suis pas en train de dire du tout que j'ai vécu la même chose que Marie-Estelle Dupont, parce qu'elle a vraiment vécu des choses horribles. On est sur de la maltraitance, hein. Voilà, moi j'ai pas vécu du tout ce qu'a vécu l'auteur. Cependant, même si ce que j'ai vécu c'est moins grave et très différent, ce livre m'a quand même fait du bien parce que l'un des points communs souvent aussi quand il y a des dynamiques toxiques familiales, c'est que quand il y a un membre de la famille qui fait n'importe quoi, et bah souvent les autres membres de la famille ils vont se voiler la face et pas forcément être là pour la victime. Et c'est un espèce de grand gaslighting collectif parce que voilà, pour essayer de faire perdurer un paraître de famille parfaite, ou alors parce que ils s'en veulent de pas être intervenus. Enfin, en tout cas, je pense qu'on retrouve ce gaslighting collectif dans beaucoup d'histoires de familles très différentes, mais où il y a de la toxicité. Et moi, ça m'a fait du bien de lire ce témoignage, même si il est très loin de ce que j'ai vécu. Mais voilà, ça a quand même fait écho sur certains points à des choses que j'ai vécues. Et je me rappelle que quand j'étais en train de le lire, j'étais presque en train de me dire moi aussi il faut que je raconte mon histoire en détail. Mais bon, depuis la ferveur est redescendue, et puis je vous dis c'est vraiment rien de comparable. Et puis du coup, moi, contrairement à l'auteur, j'ai pas coupé les ponts avec ma mère, et on est d'ailleurs en meilleurs termes qu'on ne l'a jamais été. Donc bon, finalement, on va peut-être se retenir. Mais en tout cas, la lecture de ce livre m'a fait du bien. Je pense que ça peut faire du bien à plein de gens. Voilà, donc là, on est sur une mère jalouse et étouffante, contrôlante, maltraitante. Mais je pense que n'importe qui a eu une famille pas très fonctionnelle et un de ses parents qui a merdé, je pense que ça peut faire du bien de lire ce témoignage. À vous de voir si ça vous
parle. Et au niveau du style d'écriture, c'est facile à lire. On alterne un petit peu entre... Alors, il y a quand même une chronologie où elle raconte sa relation donc avec sa mère et sa vie, de sa naissance à maintenant finalement, entrecoupé quand même de paragraphes un peu plus généraux, où là on sent que c'est la psychologue qui parle au lecteur et qui analyse les mécanismes psychologiques et qui parle au lecteur un petit peu comme une psy parlerait à son patient, parce qu'elle sait qu'elle s'adresse certainement à des gens qui ont vécu des trucs un peu similaires. Et alors après, mon seul bémol avec ce livre, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait des tournures de phrases qui étaient un petit peu maladroites, mais après c'est vraiment une question de goût. J'ai retenu une phrase parce que il y en a eu plusieurs, mais ça vous donne un peu le ton, parce que si jamais vous voulez acheter ce livre après ma review, je voudrais pas que vous soyez déçus de votre lecture. Donc je vous dis le seul petit point négatif, il y a des fois des phrases du style le bonheur était à portée de joie. Bon, ça se veut poétique. Je suis peut-être mauvaise langue, mais moi je trouve que c'est pas nécessaire. Je trouve ça un tout petit peu maladroit. Mais merci Marie-Estelle Dupont pour ce témoignage, parce que vraiment ça a pas dû être facile. Et ça m'a vraiment fait du bien de le lire. C'est un livre que j'ai lu le soir avant de me coucher, et c'est rare que j'arrive à lire avant de me coucher parce que je suis bien trop habituée à m'endormir devant un film. Mais il était tellement agréable à lire que c'était mon petit doudou du soir, donc merci. Et donc ça m'a donné envie de vous parler d'un autre livre comme ça, le jour où ma mère découvre ma chaîne YouTube. Je sais que c'est cette vidéo qu'il faut que je supprime, parce que tous les trucs un peu compliqués seront là-dedans. Il s'agit de la mère émotionnellement absente. Voilà, donc moi, j'ai pas eu une mère tyrannique et manipulatrice et étouffante. Sans rentrer dans les détails, j'ai plutôt eu un problème de mère émotionnellement absente, et c'est le livre de ce livre. Voilà, donc on est encore sur un livre écrit par une psychologue. Un livre cette fois-ci, c'est pas du tout un témoignage, c'est vraiment un livre. Je sais pas comment on appelle ce genre de livre. Alors ce livre, je l'ai commandé pendant le confinement. D'ailleurs, je l'ai commandé avec 2 autres livres que je vous présente juste après, mais c'est le seul que j'ai lu. Et je l'ai lu il y a peut-être 2 ans, donc c'est pas tout frais dans ma tête, mais peu importe. Je me rappelle de l'essentiel. L'essentiel, c'est que c'est donc un livre qui est fait pour tous les gens qui ont eu ce problème. Ça regroupe quand même plein de situations possibles différentes et une échelle de gravité. Et moi, ça a l'air. Encore une fois, je suis plutôt en bas de l'échelle au niveau de la gravité, mais quand même. Et donc ce livre, il va venir à la fois décrypter pour vous ce qui s'est passé dans votre enfance et comment ça peut avoir des conséquences sur votre vie actuelle. Et il y a même des petits exercices à faire. C'est beaucoup du coup du travail sur l'enfant intérieur. Et si on est très studieux, il y a des petits exercices à faire. Alors je vous avoue que j'en ai fait quelques-uns, mais très peu, parce qu'en fait ce livre je l'ai surtout lu quand j'étais dans le train, puisqu'à l'époque je travaillais à Paris alors que j'habitais en province, donc j'avais des longs trajets en train plusieurs fois par semaine. Du coup dans ces cas-là j'ai pas fait les exercices, et honnêtement le livre il fait beaucoup de bien, même sans faire les exercices, pardon. Et non, vraiment ce livre il m'a fait beaucoup de bien, et je suis sûre que je pourrais le relire dans quelques temps et qu'il me referait encore du bien, dans le sens où c'est
ai déjà tiré quelque chose, mais que je pourrais même le relire et en retirer des choses, éventuellement faire les exercices si le cœur m'en dit. Et du coup, qu'est-ce que vous diriez que je vous lise le résumé? Parce que je sais pas si j'ai réussi à vous faire comprendre un petit peu vraiment de quoi il ressort. Donc je vais me lancer dans la lecture et la traduction, puisque du coup, pardon, j'ai oublié de le préciser, mais comme vous avez vu, j'ai pris la version en version originale. Je suis presque sûre qu'il existe, vu que c'est un best-seller, je suis sûre qu'il a été traduit. Enfin d'ailleurs, il n'y a pas écrit que c'est un best-seller, mais c'est la seconde édition updatée et, et agrandie. Donc en général, quand un livre il le réédite avec un update, c'est qu'il a bien fonctionné la première fois. Donc je suis presque sûre qu'il est disponible en français. Donc on nous dit The Groundbreaking Guide to Self-Healing and Getting the Love You Missed. Donc le guide groundbreaking, voilà, qui a fait du bruit pour apprendre à s'auto-guérir et acquérir l'amour dont on a manqué. Was your mother preoccupied, distant or even demeaning? Est-ce que ta mère était préoccupée, distante ou même diminuante? Have you struggled with relationships or with your own self-worth? Est-ce que tu galères dans tes relations ou dans ta confiance en toi? Often the grown children of emotionally absent mothers can't quite put a finger on what's missing from their lives. Souvent, les enfants adultes de mères émotionnellement absentes ne peuvent pas vraiment mettre le doigt sur ce qui manque dans leur vie. The children of abusive mothers, by contrast, may recognize the abuse, but overlook its lasting harmful effects. Les enfants de mères abusives, par contraste, peuvent reconnaître les abus, mais sous-estimer les effets à long terme, les effets négatifs que cela a eu sur eux à long terme. Psychotherapist Jasmine Lee Corey has helped thousands of men and women heal the hidden wounds left by every kind of undermothering. Donc la psychologue, la psychothérapeute, c'est en quelle langue ça? La psychothérapeute Jasmine Lee Corey a aidé des milliers d'hommes et de femmes à guérir les blessures cachées laissées par n'importe quelle sorte de undermothering. C'est de mauvaise mère, mais ils ont mis ça en verbe un peu, de manquement de leur mère. C'est ça. In this second edition of her pioneering book with compassion for mother and child alike, she explains. Donc dans cette seconde édition de son livre pionnier, le premier dans le genre quoi, oui, avec compassion pour la mère et l'enfant, elle explique. Donc là on a des points. Possible reasons your mother was distracted or hurtful and what she was unable to give. Donc les raisons possibles pourquoi votre mère était distraite ou blessante et pourquoi elle était incapable de vous donner.
Deuxième point, The Lasting Impact of Childhood Emotional Neglect and Abuse. Les effets à long terme des maltraitances et des négligences émotionnelles sur les enfants. Troisième point, How to find the child inside you and fill the mother gap through reflections and exercise. Comment retrouver l'enfant à l'intérieur de vous et combler le trou de la mère à travers des réflexions et des exercices. Et enfin, how to secure a happier future for yourself and perhaps for your children. Comment s'assurer d'un meilleur futur pour vous-même et peut-être votre futur enfant. Voilà, vous avez toutes les informations. Donc si vous êtes un peu reconnu, je vous conseille vraiment ce livre. Super livre. Et nous passons maintenant à la deuxième partie de cette vidéo. Et je vais vous présenter quelques livres, enfin beaucoup de livres, vous allez voir. J'ai fait un achat, comme on dit, un petit peu impulsif. Regardez ce que j'ai acheté. Je vais les laisser dans leur plastique et on va juste garder ça comme trigger. En plus c'est bien parce que ça pèse pas lourd du tout. Et oui, vous ne rêvez pas, j'ai acheté des milliers de petits livres en même temps. Voilà, j'ai acheté une box de la collection des éditions Penguin. Penguin Modern. Regardez, je vais vous expliquer comment m'est venue cette idée saugrenue. Du coup, c'est les Modern Classics, c'est des éditions où ils ressortent des classiques de la littérature. Et en fait, comme moi j'ai absolument aucune culture et que je sais pas par où commencer dans mes lectures, je me disais, je commençais à réfléchir à qu'est-ce que je pouvais ajouter à ma pile à lire pour mes prochaines lectures. Et honnêtement, les classiques, c'est pas du tout le truc qui m'attire le plus parce que déjà j'en ai pas lu énormément qui m'ont plu. Et puis moi j'ai un petit peu de mal avec le passé. Alors je sais pas d'où ça me vient, mais même au niveau film et série. Et en livre c'est exactement la même chose. Je préfère les choses qui se passent de nos jours. Je sais pas, il y a un côté que je trouve, ça me donne le cafard, les trucs qui se passent dans le passé. Et puis en plus, c'est plus dur à comprendre puisque le monde a changé et éventuellement le vocabulaire, les mots. Bref, ceci dit, un classique, ça veut rien dire en soi parce qu'il y a des classiques de plein de... Ils sont tous... Enfin, il y en a des traits différents les uns des autres, donc je voulais pas non plus me fermer la porte des classiques et je me disais, bon, dans une pile à lire de 7 livres, je pourrais essayer d'avoir en moyenne un classique pour, pour agrandir un tout petit peu ma culture littéraire et peut-être découvrir des auteurs classiques qui me plaisent. Bref, donc j'étais sur le site de Penguin Modern Classic pour voir ce qui pouvait m'inspirer. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais je suis tombée sur cette offre de box. En plus, j'ai acheté ça sur Amazon, donc c'est pas bien. J'achète presque rien sur Amazon. Et en plus, ils m'ont fait le coup de... C'est le dernier article en stock. Et il était 2h du matin. Et j'ai cédé à la panique. Je ne voulais pas passer à côté de cette bonne affaire. Parce que, du coup, je crois qu'il y a 50 livres, si je dis pas de bêtises. Et j'ai payé
c'est-à-dire que si j'ai bien compris, on est sur des auteurs classiques, c'est des auteurs qui ont sorti des classiques, mais ça c'est pas leur classique, ça c'est un peu les phases B, ça c'est les petits essais, les petites nouvelles que personne n'a lues. Alors voilà, c'était un petit peu impulsif, je regrette pas, c'est fait, c'est rigolo. Le fait que ce soit des tout petits livres, ça me plaît beaucoup parce que je vais pouvoir les prendre avec moi quand je voyage. Et c'est très important pour moi de voyager léger et de pas me casser le dos. Donc un livre tout fin, c'est génial. J'espère que le niveau et du coup c'est les versions anglaises. J'allais dire les versions originales, mais pas du tout, puisqu'en fait j'ai l'impression qu'on a des auteurs qui viennent du monde entier. Donc ça c'est cool, et c'est que les versions anglaises, donc on va encore travailler son anglais, mais j'espère qu'ils seront un peu plus faciles que Lolita, ce qui n'est pas du tout gagné d'avance, parce que d'ailleurs on a un livre de Vladimir Nabokov dans la sélection. Et c'est vrai que je galère un peu avec Lolita au niveau de l'anglais, et je m'étais dit que le classique que j'allais lire de temps en temps, je le prendrais en français, parce que souvent, voilà, si ça a été écrit il y a plus de 100 ans, il y a des chances pour que le vocabulaire en anglais, je ne l'ai pas. Donc voilà, j'espère que ces livres-là, qui ne sont pas des classiques, mais des petites œuvres d'auteurs classiques, eh bien j'espère que le niveau d'anglais ne va pas être trop un frein pour moi. Encore une fois, vu que c'est des petits ouvrages, d'un autre côté, ça fait comme des petits testeurs, des petits testeurs de chaque auteur, et ça peut me donner une idée de si j'ai envie de m'attaquer à leurs œuvres plus importantes. Est-ce que vous avez envie que je vous lise tous les titres et les auteurs, ou vous voulez les lire vous-même? Si je vous le fais passer comme ça doucement, comme un générique. Allez, on va faire ça comme ça. Si ça vous intéresse, vous mettez pause. Si ça vous intéresse pas, vous avez bien raison. Par contre, avec le plastique là, et bah vous savez quoi, on n'a qu'à enlever le plastique, parce qu'avec le plastique ça fait reflet. Je vous ai attendu pour l'ouvrir. Hop là. C'est encore mieux comme ça. On dirait un peu un chat qui ronronne. Allez, c'est parti, je vous fais passer ça. Non, je suis contente, ça va me faire un peu de culture. Je vais pas lire ça très vite, je pense, hein, je vais prendre mon temps. Et ouais, ce que je disais, c'est qu'en plus, comme c'est des petits livres, même si c'est pas très digeste, bah, je pourrais faire l'effort d'aller au bout. Et puis, j'enchaînerai avec un livre beaucoup plus léger. Donc voilà ce que j'ai acheté. Et enfin, je voulais vous présenter les 2 livres que j'avais achetés avec The Emotionally Absent Mother. C'était pendant le confinement, je sais plus si je l'ai dit, que j'avais commandé ces 3 livres. Donc on est sur du développement personnel, mais à chaque fois sur un truc un peu différent. Alors ne me jugez pas, c'était il y a maintenant presque 5 ans. Et je les avais jamais lus. Pas que les livres je les avais pas aimés, c'est juste que j'étais pas une grande lectrice à l'époque, et j'avais commencé, et puis j'avais perdu l'habitude, et une fois qu'on a mis un livre de côté depuis un mois, on n'a pas envie d'y revenir. Donc voilà, j'ai beaucoup fait ça dans ma vie, mais je sais pas pourquoi j'envisageais plus de les lire. Alors
y en a un particulièrement où je ne l'aurais pas acheté aujourd'hui, mais finalement j'ai quand même envie de le lire. Et l'autre, en vrai, je sais pas pourquoi j'y pensais plus parce que j'aurais pu l'acheter aujourd'hui. Donc, il s'agit de The Highly Sensitive Person. Donc, voilà, on est toujours un petit peu... apparemment, pendant le confinement, j'étais dans un mode dev perso, healing myself et compagnie. Écoutez, j'ai été diagnostiquée beaucoup de choses dans ma vie et je suis pas forcément fan des étiquettes parce que je me retrouve, j'ai l'impression que c'est des... Enfin, personnellement, je me retrouve dans tellement de choses que j'ai lâché l'affaire à essayer de me coller une étiquette sur ma personnalité parce que je vais me trouver des points communs avec les zèbres, je vais me trouver des points communs avec les femmes sur le spectre autistique. Enfin, la dernière fois que je suis allée en clinique psychiatrique, ils m'ont dit que j'étais borderline après m'avoir dit la fois dernière que j'étais bipolaire. Donc les étiquettes, c'est quelque chose qui me passe un petit peu au-dessus. Ceci dit, je pense que l'étiquette de highly sensitive person, on peut pas trop se tromper, c'est assez général et j'en suis. Je pense que j'en suis. Et donc, voilà, c'est encore un livre écrit par une psychologue, un best-seller international. Et donc j'imagine que si ça a eu un tel succès, c'est qu'il y a quand même quelque chose à y trouver. J'essaye de vous trouver un petit résumé, mais derrière on a beaucoup de choses. Ce sont des citations, des praises, des éloges. Ah, parfait. Je vais vous lire ça. C'est un peu long quand même. Bon, c'est pas grave. C'est si vous avez envie de vous endormir, vous n'hésitez pas. C'est la lecture de la nuit. Après, il y a encore un dernier livre. D'ailleurs, c'est le cas pour les deux livres là que j'ai sous la main. À chaque fois, on a une couverture en papier comme ça et qu'on peut retirer. Et derrière, on a un livre en carton. Vous préférez quelle couleur? Bah du coup, ce que je vais vous lire, c'est là-dessus. Donc ça a été édité à l'occasion du 25e anniversaire du livre Are You a Highly Sensitive Person? Es-tu une personne hautement sensible? Hypersensible, c'est ça le mot français. Êtes-vous hypersensible? Do you have a keen imagination and vivid dreams? As-tu une forte imagination et des rêves vivides? Je suis pas sûre là de ce qu'ils veulent dire. Est-ce qu'ils parlent vraiment des rêves de la nuit ou est-ce que c'est quelqu'un qui a de grandes ambitions? Je sais pas. Is time alone each day as essential to you as food and water? Est-ce que le temps seul chaque jour est aussi essentiel pour toi que la nourriture et l'eau? Are you noted for your empathy? Es-tu remarqué pour ton empathie? Do noise and confusion quickly overwhelm you? Est-ce que le bruit et la confusion t'overwhelment rapidement?
If your answers are yes, you may be a highly sensitive person. Si tes réponses sont oui, tu es peut-être un hypersensible. Over 20% of people have this amazing innate trait. Plus de 20% des gens ont ce trait inné et incroyable. Maybe you are one of them. Peut-être que tu es l'un d'entre eux. A similar percentage is found in over 100 species because high sensitivity is a survival strategy. Un pourcentage similaire a été trouvé dans plus de 100 espèces parce que la haute sensibilité est une stratégie de survie. It is also a way of life for HSPs. C'est aussi une façon de vivre pour les personnes hypersensibles. In this groundbreaking classic, Dr. Helen Aron, a research and clinical psychologist as well as an HSP herself, helps you grasp the reality of your wonderful trait, understand your past in the light of it, and make the most of it in your future. Dans cet essai classique et qui a fait du bruit, Dr. Helen Aron, une chercheuse et psychologue clinique, ainsi qu'une hypersensible elle-même, vous aide à comprendre la réalité de ce trait incroyable, comprendre votre passé à la lumière de ceci et avoir le meilleur futur possible. Drawing on her many years of study and face-to-face time spent with thousands of HSPs, she explains the changes you will need to make in order to lead a fuller, richer life. Avec ses nombreuses années d'études et de temps passé en face à face avec des milliers d'hypersensibles, elle explique les changements que vous devrez faire pour avoir une vie plus riche et plus complète. Voilà les amis, donc ce sera encore l'occasion de lire de l'anglais. En soi, je sais pas si je vais apprendre des choses qui vont me changer la vie parce que j'ai déjà créé une vie très particulière qui me correspond. Je vis un petit peu en ermite et j'essaye de trouver une balance et de quand même continuer à avoir des relations sociales, mais en tout cas je vis dans une maison justement parce que j'ai beaucoup souffert du bruit quand j'habitais à Paris dans des appartements. Alors je suis au chômage, mais j'aimerais être à mon compte plus tard et c'est pour ça que j'ai demandé une rupture conventionnelle. Donc en fait, peu importe l'étiquette, hypersensible ou pas, j'ai déjà fait les changements dans ma vie qui font que je me sens mieux maintenant, en accord avec ma personnalité. Mais bon, qui sait, peut-être que je vais quand même apprendre des choses qui me seront utiles, comprendre mieux certains mécanismes. Voilà, je vous dirai si ça vaut le coup. Et le dernier livre que je vais vous présenter, bon, la plupart des gens dorment, je pense. Alors voilà, je vous disais, je ne l'aurais pas acheté aujourd'hui, mais je pense que je vais quand même le lire. Et finalement, c'est peut-être pas si nul que ça. Il s'agit du best-seller encore, You Are a Badass at Making Money
rose là tout d'un coup, non? C'est marrant. Devant moi j'ai mon ordinateur portable qui est en couleur rose, mais d'habitude ça ressort pas autant dans la caméra. C'est rigolo. Ah mais c'est le vert qui fait ça. Ouais, ça doit être une histoire de contraste de colorimétrie. C'est marrant. Donc, you are a badass at making money. Alors là, on est sur un truc très libéral, très américain. Et alors je l'ai pas lu, donc en fait, je vous dirai quand je l'aurai lu, mais on est sur un délire un peu loi de l'attraction, mais orienté money. Alors, moi, personnellement, j'ai l'impression que j'ai pas trop de croyances limitantes par rapport à l'argent. Ça fait des années que je crie sur tous les toits que j'ai l'intention de devenir riche, et je le pense vraiment. Parce que la plupart des gens ils prennent ça pour de l'humour, mais c'est très sérieux. Et j'ai pas du tout ces trucs de culpabilité. Ce serait une culpabilité d'avance puisque pour l'instant je suis tout sauf riche. Mais il y a des gens qui se sentiraient coupables à l'idée de gagner de l'argent et du coup ça fait partie de leurs croyances limitantes. Mais moi, malgré que j'ai tout à fait conscience des inégalités dans le monde, bah justement je pense que quand on a vraiment conscience de l'état des choses et du fait qu'il y a 1% qui détient toutes les richesses, tout d'un coup on n'est plus si culpabilisé à l'idée de gagner 4 000 € par mois. Enfin bref, ça ce serait le sujet d'une vidéo entière, mais j'ai l'impression que j'ai pas trop de croyances limitantes par rapport à l'argent. Par contre, j'aurais besoin d'une éducation un petit peu financière, je sais pas. En fait, il y a plein de sujets d'adultes comme ça que je mets sous le tapis et auxquels je refuse de m'intéresser. Mais là, je vais avoir 30 ans. Il est temps de faire de l'argent et de comprendre comment tout ça fonctionne. Donc j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu d'éducation financière là-dedans, mais je suis pas sûre. Mais encore une fois, ça va me faire travailler mon anglais. Je suis sûre que ce sera un anglais beaucoup plus facile que Lolita. Et au mieux, je vais apprendre des choses. Et au pire, ça va être une espèce de motivation pour essayer de faire de l'argent. C'est parti pour une traduction du résumé qui est heureusement plus court. From the #1 New York Times best-selling author of You Are a Badass, a life-changing guide to making the kind of money you've only ever dreamed of. Donc de l'auteur numéro 1 qui avait écrit You Are a Badass, un guide qui va changer votre vie sur comment faire le genre d'argent dont vous avez seulement osé rêver. Learn to, des points encore. Uncover what's holding you back from making money. Donc apprenez à découvrir ce qui vous retient de faire de l'argent. Give your doubts, fears and excuses the evil. Dire au revoir à vos doutes, vos peurs et vos excuses. Relate to money in a new and lucrative way. Créer une nouvelle relation à l'argent et lucrative. Une nouvelle, entre parenthèses, et lucrative relation à l'argent. Shake up the cocktail of creation. Je sais pas de quelle création il parle là. Est-ce qu'on est sur la création divine ou la création d'entreprise? Je ne suis pas sûre. En tout cas, secouez le cocktail de la création. Tap into your natural ability to grow rich. Découvrir votre capacité naturelle à devenir riche. Shape your reality. Stop playing victim to circumstances. Crée ta réalité
arrête de jouer la victime de tes circonstances. Get as wealthy, get as wealthy as you wanna be. Deviens aussi riche que tu veux devenir. Bon, ça se répète un petit peu, c'est un petit peu la même chose à chaque fois. Et effectivement, on est plus sur de la loi de l'attraction qui se concentre sur l'argent que sur de l'éducation financière, j'ai l'impression. Encore une fois, j'aurais pas acheté ce livre aujourd'hui, mais je pense pas que ça puisse me faire de mal de le lire. Je l'abandonnerai si c'est vraiment redondant et vide de sens. Et si je l'abandonne pas, et ben je vous en ferai une petite review. C'est la fin de cette vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. Il est temps de faire un gros dodo et je vais vous laisser sur le trigger merveilleux que sont mes nouveaux petits livres Penguin, mes petits livres Penguin Modern. Ils sont numérotés et il y en a bien 50. Du coup, est-ce que je commence par le premier? Parce que comme ça, et bah, je me demanderai pas à chaque fois lequel je prends. Je les lirai dans l'ordre. Mais j'en ai pour des années à mon avis, hein, parce que je vais pas lire que ça, hein, je vous le dis tout de suite. On dirait un accordéon. C'est l'heure d'éteindre la lumière. J'espère que vous appréciez mes effets spéciaux. Vous voyez les bougies derrière, c'est des fausses évidemment. Ce serait très dangereux d'utiliser des vraies bougies juste à côté de trucs en papier et tout quoi. Et ben la nuit dernière j'ai dormi et je les ai, normalement elles bougent pas du setup, mais la nuit dernière je sais pas, je me suis fait un délire et je les ai mis dans ma chambre pour dormir à la lumière de la bougie et c'est super agréable parce que là bon c'est juste un élément de déco mais il y a d'autres lumières, mais quand on est dans une pièce complètement noire avec que ça comme éclairage, ça projette vraiment des lumières comme si vous dormiez au coin du feu. Voilà, donc c'est très sympa. Bon, par contre, ça marche aux piles et je pense que si je fais ça toutes les nuits, je vais devoir acheter des piles toutes les semaines. Donc je vais pas le faire. Allez, je me tais. Faites de beaux rêves, les amis. Allez chercher ce